Nous recevons Henri Akodo, journaliste sportif. Avec lui, nous allons parler du Cameroun football, entrée en jeu remarquée de Samuel Eto'o fils. Football, vaccin et tests obligatoires pour assister à la CAN au Cameroun. Football, les clubs européens menacent de ne pas libérer les joueurs africains pour la CAN 2022. On termine par la C1 PSG et Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester United en huitième après un tirage au sort chaotique. Henri Akodo, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais bien. On parle d'entrée en jeu remarquée du ballon d'or africain Samuel Eto'o fils, devenu président de la Fédération camerounaise de football. La première journée de la star, comment elle a été selon vous, Henri Akodo? D'abord, il faut préciser que c'est quand même quelque chose d'historique qui s'est produit le 11 décembre dernier à l'hôtel Montfebdé à Yaoundé, à l'occasion de cette assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football et au terme d'une campagne assez intéressante avec beaucoup de rebondissements. Samuel Eto'o est devenu le 17e président de la FECAFOOT. D'ailleurs, il faut préciser que depuis l'élection du premier président de cette instance spéciale du football camerounais, notamment Ngankou Amos, qui fut président de la FECAFOOT entre 1958 et 1962, on n'a pas connu l'élection du président de la FECAFOOT n'a pas connu un si grand succès médiatique que celui de cette année, bien évidemment, parce que Samuel Eto'o était candidat et avec fracas, il a su battre au forceps dans les urnes Seydou Mboumoundjouya, son grand rival pour cette élection, 43 voix contre 31. Et visiblement, Samuel Eto'o qui vient de réaliser là un exploit retentissant, parce que derrière, il faut préciser que plusieurs anciens internationaux camerounais qui avaient tenté cette aventure il y a de cela quelques années ont échoué au pied du mur. Mais le natif de Nkon, le double champion d'Afrique, vient de réussir quelque chose d'extraordinaire. Et bien évidemment, son quadriennat commence avec beaucoup de réformes. D'ailleurs même, on a senti une certaine rigueur le lendemain de sa victoire, c'est-à-dire le lundi, lorsqu'il a cédé au palais de la Tinga, où réside l'institution, bien évidemment. Il a fermé la porte, par exemple, aux fonctionnaires, aux salariés de l'institution qui étaient venus en retard peu après 8 heures. Donc, ce qui témoigne, ce qui illustre parfaitement de ses idées, c'est-à-dire qu'il veut être rigoureux pour pouvoir implémenter son projet de réforme du football camerounais. Alors cela veut dire que Samuel Eto'o fils est arrivé un peu plus tôt, avant 8 heures. Il a constaté que certains employés ne sont pas là. Bien évidemment. Alors il a dû, comme vous l'aviez dit, fermer la porte à ses employés. Oui, il a dû pester, il a dû persifler. Il était tout simplement en colère parce que visiblement, il ne s'attendait pas à ce que des salariés, aussi responsables qu'ils soient, désertent leur bureau, ne viennent pas à l'heure. Donc, ça voudrait dire qu'il tient à la ponctualité. D'ailleurs, même lorsqu'il était footballeur, il était l'un des premiers joueurs à venir aux différentes séances d'entraînement de ces différents clubs de la sélection nationale camerounaise à l'époque. Et donc, cette rigueur, il le transporte visiblement comme nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Ça voudrait dire que entre Samuel Eto'o, le footballeur très rugueux, très rigoureux, très appliqué, très concentré, très concerné, et le Samuel Eto'o qui vient de faire ses premières armes en tant que président de la Fédération camerounaise de football, en termes de ponctualité, en termes de rigueur, il n'y aura pas de différence. Ce qui augure peut-être de lendemain pour la réussite de son projet de restauration du football camerounais, qui a connu des périodes très compliquées ces dernières années avec des crises à répétition. Il faut rappeler que depuis la fin de l'époque, depuis la fin de la présidence Iya Mohamed en 2013, Iya Mohamed qui était empêtré
dans une affaire de scandale économique avec la Société nationale de coton au Cameroun, Sodeco, et il a été bien évidemment reconnu coupable de fraude, de corruption. Et depuis que Ia Mohamed a quitté l'institution à Tinga, le Cameroun a connu beaucoup de crises au niveau de sa fédération fêtière du football, avec des crises à répétition, des installations, des présidents qui ont été déchus parce que n'ayant pas respecté les dispositions en vigueur pour leurs élections, les comités de normalisation qui ont été mis en place. Espérons que la venue de Samuel Eto'o aplanirait la situation et que les Camerounais pourront s'accorder pour pouvoir véritablement faire face aux enjeux, aux grands défis concernant le football camerounais. Alors, pour pouvoir porter justement ce football camerounais vers des horizons plus clairs, il faut des projets. En une minute, quels sont les projets que Samuel Eto'o fils a pour le football de son pays? Pour paraphraser Samuel Eto'o, qui a cité dans son programme dans son programme pour la Fédération Cameroun de football, dans son programme d'action, il a cité un ancien footballeur de Liverpool, Bill Shankly, qui dit le football est un jeu simple, rendu compliqué par ceux qui ne connaissent rien. Voilà un peu d'où est partie l'idée pour Samuel Eto'o de pouvoir véritablement rentrer dans la posture d'un dirigeant au-delà de sa carrière aussi riche qu'elle soit de footballeur. Donc ça voudrait dire implicitement qu'il est conscient, il a des qualités, il veut apporter sa connaissance à ce football camerounais, et son programme d'action, quand vous parcourez un peu le programme, c'est quand même alléchant, c'est quand même riche. Il parle par exemple de développement du football à la base. Vous en connaissez quelque chose ici au Togo. Il parle des championnats de jeux, il parle de la construction des infrastructures, de l'amélioration, bien évidemment, du cadre professionnel, du cadre dans lequel est organisé le championnat national camerounais. Il veut professionnaliser ce championnat. Il parle de subventions. Il parle également de cette volonté. Il parle également du développement du football féminin. Et tous ces aspects-là, il est décidé à pouvoir matérialiser ce programme afin que le Cameroun, qui reste une grosse nation de football, nonobstant les remous, les crises à répétition au sein de ces institutions, il veut pérenniser cette tradition-là pour cette grosse nation du football africain qui va accueillir très bientôt la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques semaines. Alors, le vaccin est obligatoire pour la CAN à venir au Cameroun. CAN en plein doute, il faut le préciser. Vaccin et test, c'est spécifiquement Henri Akodo pour les supporters ou pour tout le monde? Il faut préciser que cette décision a été prise conjointement par la Confédération africaine de football, le comité local d'organisation de la CAN, dirigé par le ministre des Sports, le professeur Narcisse Molé-Kombi, et bien évidemment la Fédération camerounaise de football. Et donc cette mesure qui a été prise n'est pas seulement pour les supporters, bien évidemment, mais également pour les journalistes accrédités pour cette grande messe du football continental. Vous savez très bien le contexte dans lequel se déroule cette compétition, et que les voix se lèvent pour que cette compétition soit annulée. Les voix se lèvent à tort, je vais m'expliquer tout à l'heure, pour que cette compétition soit annulée, et ces gens-là arguent que, bien évidemment, la pandémie fait toujours ravage à travers le monde, et que cette compétition n'a pas lieu d'être à l'heure actuelle. Et donc, la CAF, en tant qu'instance fêtière du football africain, qui est en charge de l'organisation de cette compétition, même si la compétition est organisée au Cameroun, c'est d'abord un produit, un projet, une compétition qui appartient à la CAF. Et la CAF, bien évidemment, a les prérogatives nécessaires pour pouvoir décider des différentes mesures pour permettre à cette compétition de se dérouler dans des conditions sécuritaires les plus optimales possibles. Donc, cette mesure qui rentre
dans le cadre justement de la prévention contre cette maladie ne peut être que salutaire. Alors cela veut dire que c'est une décision de la Fédération camerounaise de football et qui est appuyée par la Confédération africaine de football. Oui, au risque de me répéter, je disais tantôt que cette décision, elle a été prise conjointement et par la Confédération africaine de football, à qui appartient le produit de la CAN, et par la Fédération camerounaise de football, qui est l'instance haute, et bien évidemment les autorités camerounaises qui organisent sur leur sol cette compétition. Donc c'est une décision tripartite qui a été prise pour pouvoir permettre à ce que cette compétition puisse se dérouler dans les conditions sanitaires idoines. Alors, Henri Akodo, quel sera l'impact de cette décision quand on sait que dans nos pays, tellement on hésite à aller se faire vacciner et à faire des tests Covid? Je sais très bien que le football rassemble les peuples, la fibre patriotique avec la passion que décèle le football. Les gens, en tout cas les populations africaines, ceux qui auront la chance de voyager sur le Cameroun feront tout pour pouvoir se ranger sur cette mesure qui a été prise par la CAF et la FECAFOOT et l'État camerounais. Alors cela veut dire que pour le football, les gens passeront au test et feront ce sacrifice. Bien évidemment, parce que vous voyez un peu l'hécatombe dans certains clubs européens aujourd'hui. À titre d'exemple, au Real Madrid, plusieurs joueurs sont contaminés à l'heure actuelle par cette pandémie. Et la pandémie fait toujours ravage. Et pour que la compétition puisse se bien dérouler, et pour que la compétition aille à terme, il faut bien évidemment faire des sacrifices. Et au rang des sacrifices, il faut se faire vacciner et pour pouvoir assister à ces spectacles qui s'annoncent assez ébouriffants lors de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous parlez de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour que cette compétition soit bellissime, il faut la présence des internationaux africains, surtout des professionnels qui sont dans le vieux continent. Alors, les clubs européens menacent de ne pas libérer justement Henri Akodo et ses joueurs africains. Pourquoi? La transition, elle est toute trouvée, elle est parfaite. Merci. Oui, bien évidemment, au cours de la semaine, l'association des clubs européens, l'ECA, a eu à envoyer une note officielle à la Confédération africaine de football pour l'avertir du fait qu'ils ne vont pas, les clubs européens ne vont pas libérer les internationaux africains. Ça, c'est une sortie inopportune, à mon avis. Bien évidemment, quand on scrute un peu les tests de la FIFA, les tests sont clairs. Quand il y a une compétition internationale qui est reconnue par la FIFA, les joueurs doivent être mis à la disposition de leur sélection nationale respective. Et donc, à ce titre, ce sont les sélections nationales qui priment. Même si, entre-temps, la FIFA, compte tenu de ce contexte assez compliqué, a su modifier un peu les tests. Mais pour une compétition aussi grande que la Coupe d'Afrique des Nations, les tests sont sans ambiguïté et ces tests-là sont très clairs et très précises. Chaque sélection a besoin de ces internationaux qui évoluent dans les clubs européens. Et donc, aujourd'hui, si cette association qui est dirigée par Nassel Al-Haïfi, le président du PSG, bien évidemment, menace qu'ils ne vont pas libérer les joueurs, je pense que la FIFA doit pouvoir taper du poing sur la table, pouvoir arrêter cette hémorragie parce que cela ressemble à de l'abus. C'est de la mauvaise foi, je le disais ici il y a quelques jours. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe à travers le monde, au-delà de la situation qui reste toujours tendue sur le plan sanitaire, les compétitions se déroulent un peu partout, même en Europe, malgré une quatrième vague de la pandémie. Les championnats ne sont pas suspendus. On joue toujours les compétitions. Actuellement, se déroule au Qatar, la Coupe arabe des nations. Alors que, quand vous, à titre de comparaison, en Asie, le taux de pourcentage au niveau de la contamination s'élève à 33%, alors qu'en Afrique, le taux de contamination n'est qu'à 3%. Donc, à un certain moment donné, il faut arrêter de prendre
des mesures discriminatoires, parce que le football a des valeurs d'universalité, des valeurs de partage. Et donc aujourd'hui, je ne vois pas sur quelle base justement les clubs européens pourront se baser pour pouvoir amputer les sélections nationales de leurs internationaux. Alors, quels sont les clubs concernés en termes de qualité et de quantité? Bien évidemment, quand vous regardez au niveau de l'Angleterre aujourd'hui, avec cette formation de Liverpool, qui est en train de réaliser une première partie époustouflante, intéressante, il y a plusieurs internationaux africains là-bas qui jouent un rôle important dans, dans la saison idyllique que Liverpool est en train de réaliser. Vous avez Mohamed Salah, le meilleur buteur du club, le meilleur buteur de la Première Ligue, Sadio Mané, Naby Keita. Et donc, si ces joueurs retrouvaient leur sélection nationale, c'est que Liverpool sera sevré de ses joyaux les plus rutilants. Alors, quand on sait que le mois de décembre est très compliqué au niveau de l'Angleterre avec des matchs qui s'enchaînent à un rythme effréné, dantesque, dans un intervalle de jours très court, et ça peut dévantager ces clubs-là. Mais justement, c'est le prix à payer quand vous savez que les joueurs sont des internationaux africains et qu'ils doivent être mis à la disposition de leur sélection nationale, que vous les recrutez, vous vous engagez à pouvoir les laisser partir lorsqu'il y aura une compétition internationale comme la CAN. Donc aujourd'hui, le débat, c'est un faux débat à mon avis. Les clubs sont avertis, ils savent depuis fort longtemps que ces joueurs-là doivent partir représenter leur sélection nationale dans cette Coupe d'Afrique des Nations, même si d'autres clubs, comme le FC Nantes en France, en Ligue 1, qui a une forte colonie de joueurs africains en son sein, ils doivent pouvoir se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, ils doivent bien évidemment mettre ces joueurs-là au service de la sélection nationale. Alors, cette décision, si elle est prise, va avoir tellement d'impact, non seulement sur les sélections africaines, certaines sélections, mais également sur la compétition. Et absolument, absolument, parce que ce sont ces joueurs-là qui apportent un plus à cette compétition, parce que ce sont des joueurs, pas des moindres, qui sont dotés de qualités exceptionnelles. Ce sont des talents inouïs qui apportent du spectacle à cette compétition. Et si d'aventure ils ne participaient pas à cette messe continentale du football africain, ça va dévaloriser un peu la compétition. Donc il y a urgence à ce que les clubs européens puissent avoir raison garder, libérer les joueurs. Attends, au niveau de la Confédération africaine de football, il y a eu des réactions durant toute la semaine. Pas plus tard qu'hier, je suivais sur une chaîne internationale le secrétaire général de cette institution, le Congolais Véron Monsengo-Mba, qui affirmait avec une certaine sérénité, qui rassénérait bien évidemment le public sportif africain, que cette compétition, elle se tiendra coûte que coûte, malgré toutes les conspirations de l'extérieur pour qu'elle soit annulée. Elle va aller à son terme et au soir du 6 février, on connaîtra le vainqueur de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque le Cameroun, grosse nation du football africain, attend cette compétition depuis 1972, la dernière fois où le Cameroun l'a abrité. Je ne vois pas pourquoi, à quelques jours de cet événement grandiose, cher aux locataires, bien évidemment, aux locataires cher au président camerounais, Paul Biya, puisse être, bien évidemment, puisse être annulé. Allez, on va parler justement de ces clubs, mais dans un autre format, la Ligue européenne des champions, PSG, Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester United, quelques affiches des huitièmes de finale de cette compétition appelée la C1. Henri Akudo, avec vous, on va d'abord parler du PSG Real Madrid. On peut s'attendre à quoi? PSG Real Madrid, c'est une affiche qui s'annonce alléchante, intéressante, avec deux équipes très ambitieuses. D'un côté, le PSG qui a terminé deuxième de sa poule derrière Manchester City. Le PSG qui a fait des emplettes intéressantes sur le marché de transfert estival il y a quelques semaines avec l'arrivée de Lionel Andrés Messi, de Achraf Hakimi, de Sergio Ramos.
Mais pour l'instant, le jeu parisien n'est pas pour le moment très abouti. Ils ont des sautes de concentration dans le jeu avec ces 3 joueurs de la ligne de devant qui ne défendent quasiment pas dans le jeu sans ballon. Je pense que pour le PSG, ce serait compliqué si d'aventure ces joueurs n'arrivaient pas à répéter les efforts à haute intensité face à une formation madrilène qui est très bien en place, qui est en train de retrouver sa superbe d'antan avec un maestro à la baguette, Carlo Ancelotti, une formation madrilène qui fait la pluie le beau temps actuellement en Liga, leader. C'est qu'en 4 buts marqués, 18 encaissés, des joueurs intéressants, notamment Vinicius Junior, qui pour moi est le prototype aujourd'hui de l'aile de débordement moderne. Vitesse de percussion des écutions, capacité de perforation de la ligne défensive adverse. À côté de lui, des vieux dinosaures qui se sont ressuscités, Luka Modric, Toni Kroos dans l'organisation du jeu. C'est très intéressant. Et devant, un Karim Benzema, toujours aussi efficace, toujours aussi tueur dans l'âme. Et à ce rythme-là, je pense que le PSG aura beaucoup de difficultés à pouvoir venir à bout de la formation 13 fois champion d'Europe. Pour moi, le Real Madrid part un petit peu favori dans cette rencontre. On va également parler des Cortineros de l'Atlético Madrid et les Red Devils de Manchester United. Une rencontre également à Riacudo, une rencontre de haute intensité. Une rencontre de haute intensité, surtout avec l'arrivée de Ralf Rangnick, l'entraîneur allemand à la tête de cette formation des Red Devils. C'est un entraîneur qui prône un football d'intensité, un football tourné vers l'avant, chatoyant. D'ailleurs, c'est le père du Gegenpressing, cher à un certain Jürgen Klopp, où il demande énormément à ses joueurs dans le jeu sans ballon, dans les phases de récupération, cette capacité pour cette équipe mancunienne qui est en train de retrouver véritablement sa force d'aller monter très haut pour pouvoir étouffer, submerger l'adversaire, engluer l'adversaire dans sa moitié de terrain adverse, face à une formation de l'Atlético Madrid qui est en pleine dilettante, en pleine déliquescence, avec des repères et des automatismes qui ne sont plus là sur le plan défensif. Elle est connue, cette formation, pour sa rigueur défensive, la capacité pour ses joueurs à être solidaires, à être combatifs, à être tout simplement appliqués à la perte du ballon, à fermer les lignes de passe, les couloirs de passe. Mais cette année, elle encaisse énormément de buts, même si Antoine Griezmann arrive à sortir quelques rases éclaircies. À côté de lui, Yannick Ferreira Carrasco également arrive à sortir quelques dribbles sautillants et chaloupés. Je pense qu'ils auront beaucoup de difficultés face à cette formation de Manchester United qui est en train de retrouver sa vitesse de croisière. Vitesse de croisière et surtout une équipe portée par Cristiano Avero Ronaldo. Exactement, 140 buts pour le Lusitanien, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, quintuple vainqueur de cette compétition, 36 ans, le Sphinx. L'expérience est là, la combativité, la détermination, l'état d'esprit, il est irréprochable, il rate rarement les occasions. Je pense qu'il sera d'un grand atout, un atout capitalissime pour cette formation de Manchester United qui court derrière un sacre européen depuis 2008, l'année où les protégés de Alex Ferguson à l'époque ont battu Chelsea, justement avec un Cristiano Ronaldo dans les rangs à l'époque. Avec vous, d'autres confrontations de ces huitièmes de finale, vous les avez? Vous voyez, d'autres confrontations de ces huitièmes de finale. Nous avons par exemple la rencontre qui va opposer Chelsea à Lille. Chelsea champion d'Europe en titre. Chelsea qui est en train de douter actuellement. La victoire d'hier face à Everton en Première Ligue n'a pas dissipé les bribes d'inquiétude dans les têtes de certains observateurs. Je pense que cette équipe, elle doit se racheter rapidement puisqu'elle a perdu un peu de sa puissance défensive qui faisait véritablement sa force la saison dernière. Et face à Lille qui est en train d'inverser la dynamique négative enclenchée en début de saison. Lille qui a terminé premier de sa poule, une poule dans laquelle se retrouvait le FC Séville, et une formation lilloise avec un Jocelyn Gouvernec qui est en train d'implémenter un style de jeu assez cohérent, assez consistant, avec des talents exceptionnels, des joyaux, j'allais dire. Vous avez David
Jonathan, le Canadien, qui forme un tandem d'attaque d'une efficacité inouïe avec Burak Yilmaz, avec un Jonathan Baba aussi pimpant, percutant sur le côté. Lila Sakata a joué, même si les doubles champions d'Europe, Chelsea, partent favoris dans cette rencontre. Henri Akodo, merci beaucoup à vous. J'allais dire plutôt Maestro Henri. Ça fait toujours plaisir de vous avoir sur ce plateau, mon cher. Merci à vous. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.